À la recherche de la tradition. Une émission de Louis Calaferte avec la participation de Bernard Douéret. Bien, messieurs, nous voici réunis pour recherche de la tradition. Et auparavant, avant de commencer une nouvelle série, puisque la semaine dernière j'avais dit que nous allions aborder Goethe, avant de commencer cette étude sur Goethe avec notre ami M. Dexmier, qui est là avec nous aujourd'hui encore, eh bien, nous allons reprendre une tradition, si je puis dire, que nous avions un petit peu abandonnée, Bernard Douéret. C'est celle de la présentation de parutions de livres concernant la tradition, l'ésotérisme, etc. Et il faut peut-être redonner, car je pense que nous ne l'avons jamais dit à nos auditeurs, mais enfin si nous n'avons pas continué régulièrement cette présentation de livres, eh bien c'est que dans l'ensemble, il n'y avait pas de parutions qui nous aient été envoyées à notre émission, donc nous pouvions difficilement évidemment parler de livres que nous ne connaissions pas. Cela dit, vous avez un livre devant vous qui s'intitule La Chevalerie. Alors j'aimerais que vous nous disiez ce que vous en pensez d'une part, et puis évidemment, je pense qu'il s'agit d'une parution nouvelle, ou tout au moins d'une réédition. D'une réédition. Oui, il s'agit en effet d'une réédition, mais d'un ouvrage qui est un classique et un ouvrage de base sur l'étude de ce genre de tradition. C'est l'ouvrage de Léon Gautier, intitulé La Chevalerie. Et cet ouvrage date, comme certainement plusieurs de nos auditeurs le savent, de la fin du XIXe siècle, puisque Léon Gautier était à l'époque membre de l'Institut de France et professeur de paléographie à l'école des Chartes. Oui. Cet ouvrage a connu depuis quelques rééditions, et il y en a une nouvelle qui vient de paraître, reprenant le texte adapté chez Artaud, une édition cartonnée, donc Léon Gautier, La Chevalerie. Et cet ouvrage est en effet extrêmement intéressant parce qu'il se réfère à une documentation précise et présentée d'une manière extrêmement vivante. On pourrait dire même très moderne, ça n'a pas du tout le caractère parfois ennuyeux, un peu pédant que l'on trouve souvent dans des ouvrages datant d'une 60-70 ans. Pourquoi c'est vivant? Eh bien parce que Léon Gautier, c'est sa force et c'est en même temps sa limite, s'appuie essentiellement sur des chansons de gestes. Et à travers ces chansons de gestes, dont de très nombreux extraits d'ailleurs sont fournis dans son texte, à travers ces chansons de gestes, eh bien, il nous montre toute la vie du chevalier. Il nous montre les principes vitaux essentiels de la chevalerie, puis ensuite il suit en quelque sorte un chevalier depuis sa naissance jusqu'à son adoubement, après être passé écuyer, etc., la croisade, la mort du chevalier, le mariage du chevalier, la morale du chevalier, son comportement, son château, etc. Donc il y a là un ouvrage qui est très vivant. Je disais qu'en s'appuyant sur de telles sources, et il y a déjà longtemps que la critique en a été faite, on trouve en même temps la limite, c'est que, bien sûr, dans les chansons de gestes, on a peut-être une image un peu magnifiée du chevalier. Cette rudesse, cette brutalité, cette sensualité également, ces violences aussi de la chevalerie ne sont évidemment pas les faits qui sont mis en premier plan à travers l'ouvrage de Léon Gautier. Il me vient à l'esprit que peut-être pour rétablir un peu la balance, on pourrait consulter ces romans de Zoé Oldenburg comme La Pierre angulaire, qui ne sont pas simplement des romans, puisque Zoé Oldenburg en réalité est une historienne de formation et de métier, et qui, elle, dans ses ouvrages, La Pierre angulaire et la suite, le second, je l'oublie à l'instant, Argile et cendre, je crois, si je me souviens bien, eh bien, elle montre peut-être davantage ce qu'il y a non seulement de primaire, mais aussi de primitif dans le chevalier du XIIe ou du XIIIe siècle. Quoi qu'il en soit, l'ouvrage de Léon Gautier, même à travers cette éventuelle poétisation, nous présente en quelque sorte l'image idéale du chevalier au XIIe et au XIIIe siècle. Il ne va pas plus loin car il estime qu'à partir de ce moment-là, à partir du XIVe siècle, la notion de chevalerie se dégrade par le biais de l'hérédité, par l'implantation d'une noblesse, et la notion de noblesse va remplacer celle de chevalerie, la chevalerie devient héréditaire, etc., ce qui est un phénomène général qu'on retrouvera également dans le monde artisanal, et je crois qu'il a raison de s'arrêter à ses limites historiques.
Léon Gautier, dans le début de son ouvrage, s'est plu, car il était fort chrétien de formation, il appartenait un peu à ce qu'on pourrait appeler le catholicisme progressiste de l'époque, il s'est plu à résumer en 10 commandements les règles de vie du chevalier. C'est aussi une des choses que l'on a contestées, et à juste titre, en ce sens qu'il n'y a jamais eu de règle véritable de la chevalerie, c'est davantage un esprit. Quoi qu'il en soit, eh bien, on a, avec cet ouvrage de Léon Gautier, la chevalerie, donc réédité, je le rappelle, en édition reliée à l'heure actuelle, d'après le texte de chez Artaud, qui était une édition revue adaptée par Jacques Levron, eh bien, on a tout de même un ouvrage de base pour la compréhension en son esprit et en son histoire de la chevalerie. Intérêt historique, intérêt littéraire. Intérêt historique, intérêt littéraire, intérêt anecdotique, intérêt poétique. Enfin, il y a des pages là-dedans, si vous voulez, qui font vibrer le cœur. Et mon Dieu, ça n'est pas désagréable ni stérile. Je préciserai enfin, pour terminer, qu'il ne faudra pas s'attendre à trouver dans cet ouvrage une vision, ésotérique de la chevalerie. Nous sommes dans une perspective spécialement religieuse et chrétienne d'un adoubement qui est ordonné et ordonnancé par des prêtres. Cela répond d'ailleurs à une réalité historique authentique. Bon, voilà, je pense ce que l'on peut dire sur cet ouvrage, qui est vraiment très recommandable. Alors, nous allons rappeler une fois encore le titre qui s'appelle, enfin c'est tout simple, La chevalerie, et l'auteur Léon Gautier. Voilà, merci Bernard Douéré pour cette petite analyse de ce livre que nous signalons à l'attention de nos auditeurs. Donc maintenant, nous allons entamer la partie de notre émission proprement dite et qui est consacrée à Goethe. Alors, c'est évidemment vers M. Dexmier que se tournent nos regards, puisque c'est lui qui est venu là pour nous parler de du plus grand des romantiques allemands, selon pas des romantiques. Oui, enfin... oui, bon, déjà, on entre déjà dans un problème. On entre déjà dans un problème et dans une discussion. Alors, si vous le voulez bien, M. Dexmier, je vais tout simplement vous laisser la parole et vous allez survoler la biographie du grand Goethe, comme il est dit dans toutes nos écoles. Et puis, après ça, nous n'entamons pas de discussion ni sur les genres, ni sur le point littéraire, car il se pourrait que quelques-uns d'entre nous ne fussent pas tout à fait d'accord. Oui, je suis très honoré. Ils ne sont pas orthodoxes, comme nous disions la semaine dernière. Je suis très honoré d'avoir parlé de Goethe, parce qu'il me semble bien indigne d'aborder un sujet aussi vaste. Oui. Je crois que finalement tout le monde connaît Goethe, mais peut-être qu'il ne serait pas mauvais de rappeler, comme vous le disiez, quelques éléments biographiques, parce que... connaître. Tout le monde connaît le nom de Goethe. C'est ça, oui. On connaît le nom et il y a une aura autour de ce nom. On connaît quelques œuvres et finalement, je pense que le lecteur qui n'est pas germaniste de profession ne connaît peut-être pas beaucoup de choses sur Goethe. Alors, il est né où? Il est né à Weimar. Tout simplement. Il est né à Francfort. Il a vécu bien longtemps à Weimar, mais il est né à Francfort-sur-le-Main en 1749 et il a vécu jusqu'en 1832. Vous voyez que ça fait une longue vie. Une longue vie, une longue existence, fort bien remplie. Et on ne sait pas trop par quel bout commencer. J'ai sous les yeux un livre de vulgarisation, un petit livre très bien fait qui s'appelle Goethe par lui-même, dans la collection Écrivaine toujours, fait en l'occurrence par Madame Jeanne Ancelet-Eustache. Et à la fin de ce livre, il y a une série de jugements sur Goethe, de jugements contradictoires. Je ne vais pas vous les lire tous, mais enfin, je peux vous citer au hasard. Un bon et un mauvais. Un jugement de Paul Claudel, le grand âne solennel, Goethe. Il faut dire que Claudel avait un certain génie. Un jugement de Flaubert, voilà un homme, ce Goethe, mais il avait tout, celui-là, tout pour lui. Disait Flaubert. Qui était très retiré dans sa campagne à l'époque. Un jugement de Kierkegaard. Après tout, dans son autobiographie, Goethe est-il autre chose qu'un adroit défenseur de fadaises? En quel point a-t-il jamais réalisé l'idée? Mais par des mots, s'évader de tout, des filles, de l'idée de l'amour, du christianisme, voilà son fort. Goethe, en somme, ne diffère que d'un degré d'un criminel qui lui qui lui aussi écarte la faute par ses inventions, qui l'éloigne de soi par des mythes. Ou le méchant nordique. Oui. Etc., etc. Et Madame Ancelet-Eustache termine par une remarque fort pertinente. D'un extrême à l'autre, ce mot de Goethe sur lui-même pourrait aussi, on le voit, s'appliquer au jugement porté sur lui. C'est une personnalité qui est tellement vaste qu'évidemment, il est bien difficile de la cataloguer en une formule.
Alors, du point de vue biographique, nous pourrions, après avoir cité le lieu de sa naissance, donc, nous pourrions citer le premier élément biographique intéressant, à mon avis, c'est le voyage à Strasbourg qu'il a fait et qui lui a donné l'occasion de voir la cathédrale de Strasbourg, qui a été pour lui absolument une révélation. Il a pensé que cet art de la cathédrale de Strasbourg était typiquement allemand. Il se trompait, bien sûr, mais il pensait que c'était une émanation du génie germanique. Il s'est trompé souvent. Il s'est trompé souvent, bien sûr. Et je le dis Comme tout de suite pour homme. mettre nos auditeurs à l'aise, je n'aime pas beaucoup Goethe. Je suis hérétique, mais il m'agace. Vous êtes hérétique aussi. Bon, on est deux. Par beaucoup de ses Je vous rassure. Enfin, vous voyez, je pencherai vers le jugement de Claudel. Non, écoutez, on Enfin, va pas rester prendre quand même parti, objectif, on va pas prendre parti. Il faut dire qu'il y a une œuvre de Goethe et puis il y a l'homme Goethe. Alors ça, l'homme Goethe, c'est tout à fait autre chose. Nous n'en parlerons que très peu. Bien entendu. Voilà. Ce voyage à Strasbourg lui a donné l'occasion, d'autre part, de faire la connaissance de Herder et enfin de connaître son premier amour véritable, qui a été pour la fille d'un pasteur d'une petite localité à côté de Strasbourg, Sesenheim. Et ça a été la première émotion amoureuse véritable de Goethe, qui a été transcrite par un certain nombre de poèmes. Ensuite, Car il était prolixe. Car il était prolixe. Ensuite, nous avons on peut se passer à la période de Weimar, je crois. Oui. Cette période où Goethe est ministre d'État. Enfin, il n'est pas tout de suite ministre, il est d'abord conseiller secret, ensuite il devient ministre. Son voyage en Italie... Car il fut tout même ministre. Oui. Ensuite, son voyage en Italie, qui est pour lui le contact avec la culture antique. Finalement, à Rome, il cherche, surtout Athènes, il cherche la culture hellénique à travers Rome. Je voudrais Oui. simplement ouvrir une toute petite parenthèse. Oui. Aux yeux d'un Français du commun comme moi, on a très souvent l'impression que les Allemands, les romantiques allemands en particulier, en réalité sont beaucoup plus attirés par la Grèce et que par la civilisation latine, et que souvent à travers l'une, c'est la première qu'ils cherchent. Oui, pour Goethe, c'est très net. C'est valable pour les Russes aussi. Pour Winkelmann aussi, je crois. Hölderlin également, à un autre extrême. Oui, certainement. Ah, oui. Il y a cette attirance de la lumière grecque. De la lumière grecque, oui. Je ne sais pas exactement pourquoi il n'allait pas jusqu'en Grèce, peut-être simplement pour des difficultés soit pécuniaires, soit pratiques, encore que pécuniaires, c'était certainement pas le cas de Goethe. Oui. Mais enfin, non, il est à l'aise. Certainement. Je n'ai pas d'explication particulière pour ça, je ne sais pas. Mais certainement. Mais enfin, c'est une curiosité. Enfin, il est très net Oui. qu'il cherchait plutôt la culture hellénique que la culture. Peut-être les moyens de voyage le fatiguaient-ils tout simplement et s'est-il arrêté en cours de route. En cours de route. Bon, soyons tout de même un petit peu sérieux, Revenons. bien qu'il s'agisse de Goethe, et revenons à nos moutons. Ce voyage en Italie, donc après le voyage en Italie, retour à Weimar. Il fallait bien qu'il revienne. Il fallait bien qu'il revienne. Dans cette période s'imbrique l'amour qu'il éprouvait pour Madame de Stein. Il a un petit peu fui en partant en Italie. Il voyait que c'était un amour relativement sans issue. Il est donc non seulement pour la culture, mais aussi pour fuir cet amour, pour faire le point. Il est parti vers l'Italie. En amour, il n'y a qu'une victoire, la fuite, disait le prochain un des amis de Goethe. Un des amis, plus tard. Et ma foi, ensuite, je n'ai pas de notes pour suivre sa vie. Moi, je pense qu'il suffit tout au moins de présenter je crois que ce sont les sommets, les choses les plus quelques points importantes. essentiels, je crois que c'est ça. Maintenant, on pourrait parler un petit peu de ses œuvres, c'est quand même ça l'essentiel. Oui, et de ses débuts. Et de ses débuts. Eh bien, je crois, il a acquis la célébrité littéraire, c'est bien connu, par la publication de Werther. Et Werther, on pourrait peut-être le signaler tout de suite, ça a été pour lui une libération par l'œuvre d'art. Catharsis. Exactement. Cette tentation du suicide, eh bien, il fallait qu'il s'en libère d'une manière ou d'une autre. Et il s'en est libéré par l'œuvre d'art. Je crois qu'on pourrait donc signaler ça tout de suite. Faust, bien sûr. Oui, cette œuvre qui l'accompagnera pendant toute sa vie, qui est et même au-delà. Et même au-delà par les résonances qu'elle aura. Faust a été conçu dans sa jeunesse. Il l'a remanié de nombreuses fois. Il lui a donné sa deuxième partie plus tard. Et il l'a terminé, autant que je me souvienne,
2 mois avant de mourir, simplement. C'est donc l'œuvre de toute sa vie, et dans la mesure où nous analyserons un petit peu plus près son œuvre, je crois qu'on pourrait presque se permettre de s'en tenir à Faust. Ce qui n'enlève rien à la valeur des autres œuvres, bien entendu. Il y a, en dehors de cela, les années d'apprentissage et les années de voyage de Wilhelm Meister, qui sont très connues également. Il y a une infinité de poèmes, le divan oriental. Il y a les affinités électives, peut-être le seul ouvrage où on puisse trouver quelques tendances qui le rapprocheraient des romantiques. Ça, peut-être que nous pourrons en parler également la prochaine fois. Par ailleurs, puisque nous sommes toujours nous sommes partis du romantisme, je crois qu'il est bon de souligner encore une fois que Goethe était contre, très nettement contre. Nous avons déjà cité cette phrase, j'appelle romantique ce qui est malade, j'appelle classique ce qui est sain et romantique ce qui est malade, c'est dire que sa position n'est pas favorable. Enfin, quand même, quand on lit l'œuvre de Goethe, on ne voit rien de classique, enfin, tout au moins pour ma part, ça... Il faudrait quand même le signaler, parce que je pense que je suis pas seul de mon avis. Iphigénie, le Tasse. Oui, mais enfin, remarquez, alors là, on entre peut-être dans une discussion un petit peu oiseuse, parce qu'il faudrait s'entendre d'abord sur ce qu'on appelle classique et ce qu'on n'appelle pas classique. Alors, il est évident, mais enfin, il est évident qu'entre M. Euripide et M. Goethe, il y a tout de même tout un monde, et c'est le monde méditerranéen, tout simplement, d'ailleurs. Enfin, on pourrait peut-être rappeler aussi, puisque nous parlons de classicisme, rappeler à nos auditeurs que ce classicisme allemand n'a finalement pas grand trait commun, comme vous le dites fort justement. Voilà, classicisme allemand. Il s'agit du classicisme allemand. Voilà, c'est l'étiquette qui était indispensable. La date à laquelle se situe ce classicisme, c'est tout de suite après le Sturm und Drang, cette période qui est une sorte de pré-romantisme, bien que ça en diffère par beaucoup de points. Le Sturm und Drang, l'époque classique, et ensuite, et même parallèlement, le romantisme. Enfin, il n'y a pas ce grand siècle classique que nous avons connu en France. Il y a une période relativement peu étendue dans le temps, qui correspond en gros à l'amitié entre Goethe et Schiller, qui est étendue sur quelques années seulement. Vous voyez, c'est donc absolument différent du classicisme français. D'ailleurs, moi je pense que ce que Goethe pour lui-même appelait classicisme ou classique, c'était essentiellement la tension vers une mesure et vers un équilibre. C'est ça. En dehors pour contrecarrer les excès que lui-même avait connus, ces excès de jeunesse, les excès du Sturm und Drang, les tentations de suicide et autres. Il s'agissait d'acquérir la mesure, l'équilibre. Dans une certaine mesure, je crois qu'il me semble qu'il a jusqu'à un certain point renié Werther. Oui, il avait horreur quand lui en parle, quand le classe comme l'auteur de Werther. Mais non, moi, c'est tout de même cette œuvre qui l'a fait connaître, qui lui a donné du jour au lendemain une réputation mondiale. Et ça a été un véritable engouement pour Werther. Enfin, c'est de l'anecdote, bien sûr, mais enfin, on ne compte pas le nombre de suicides qui sont... Il y avait un habit à la Werther, enfin, tout à fait comparable à nos idoles actuelles, finalement. C'est eu un très très grand retentissement. C'est plus dangereuse. Oui. Il paraît, enfin je n'ai pas de documents précis, mais enfin il paraît qu'il y a eu beaucoup de suicides avec de gens suicidés avec Werther dans la poche, etc. Et en France, on a pour le moins beaucoup pleuré à la lecture de Werther. Enfin, c'est une des œuvres de Goethe qui ont certainement eu un des plus vastes rayonnements et immédiats. Bon, Monsieur Dexmé, vous êtes professeur, nous l'avons dit à plusieurs reprises ici. Quand vous parlez de Goethe à vos élèves, et quand vous lisez des passages, ou enfin quand vous leur faites lire des passages de Werther ou autre chose, est-ce que ça tire les larmes ou est-ce qu'on sort des revolvers des poches dans les écoles? Non, je suis suicidé à tour de bras. Non, je vous rassure tout de suite, non, je n'ai pas eu de décès parmi mes élèves encore à la suite de la lecture de Werther. Je dois même dire que j'ai eu souvent... Enfin, beaucoup rigolent. Oui, non, mais disons les choses ouvertement. Il y a une certaine sensibilité qui est presque de la sensiblerie qui fait sourire aujourd'hui, enfin, qui n'est plus du tout prise au sérieux. C'est certain. Par contre, puisque vous me posez cette question, j'ai eu des classes très sensibles à Faust, par exemple. Enfin, j'ai eu l'impression au premier Faust, oui, le deuxième d'ailleurs on l'étudie pratiquement pas, sauf quelques fragments, c'est trop ésotérique pour être compris. Le premier Faust, c'est notamment le monologue du début où on voit l'échec
de Faust qui a tout étudié et qui finalement sent qu'il ne sait rien, qu'il n'a acquis aucune connaissance véritable, j'ai senti, enfin me semble-t-il, Ce sont ces vérités premières qui frappent. Une réaction de mes élèves, de ce point de vue-là. Oui, oui. Bon, eh bien, nous avons fait un petit parcours à travers... Un tout petit parcours. Oui. Est-ce que vous voyez encore, Monsieur Texmier, des points particuliers à signaler, des points qui soient intéressants et importants pour la compréhension? C'est-à-dire, je crois que nous allons être pris par le temps pour aborder un... je ne pense pas un problème en de toute particulier. façon, nous puissions prendre spécialement un problème en particulier, oui. Non, la prochaine fois, je pense que nous allons attaquer peut-être sur Faust directement. Oui. Je crois qu'on pourrait peut-être commencer par en dire un mot. De toute façon, nous continuerions la semaine prochaine, car nous avons quand même un peu de temps devant nous. Je poursuis tout ce que je disais à l'instant. Le passage, pour situer l'action de Faust. Faust se trouve donc dans sa première scène, dans son cabinet de travail. Et dans ce monologue fameux, il nous dit qu'il a tout étudié, le droit, la philosophie, toutes les connaissances humaines de son temps. Il a donc tout assimilé, il est plus fort que tout le monde, il le dit, et néanmoins, il sent qu'il ne sait rien, que la connaissance véritable lui échappe. C'est pourquoi il va se tourner vers la magie et essayer d'acquérir par le biais de la magie des esprits, la connaissance suprême, avec la suite que l'on sait, parce que je crois que ce n'est quand même pas la peine de résumer toute l'action de Faust qui est bien connue. Quoique pour l'auditeur français qui ne connaît peut-être Faust que par le biais de l'œuvre de Gounod, il n'est peut-être pas mauvais de... je pensais à ça. Oui, parce qu'on on en est peut-être resté à l'opéra aussi. Il y a une certaine différence, tout de bien même. sûr, enfin, il n'y a pratiquement aucune commune mesure. Oui, exactement. L'opéra, bien sûr, réduit tout cela à la tragédie de Marguerite. C'est un des aspects, bien sûr, essentiels de l'œuvre, mais enfin, le véritable aspect, l'aspect essentiel tout de même, c'est ce problème de la connaissance de l'homme vis-à-vis de la connaissance de l'univers. Ça ne fait aucun doute. Je pense qu'on pourrait peut-être dire dès maintenant que Goethe, bon, bien sûr, tout auteur ressemble par un biais ou par l'autre, par un côté ou par l'autre, à ses personnages, et surtout Goethe par rapport à Faust, puisque comme vous disiez tout à l'heure, M. Dexmier, Faust, c'est l'œuvre de sa vie, et réellement, c'est tout au moins l'œuvre d'une vie, oui, plutôt que l'œuvre de sa vie. Et on pourrait peut-être rappeler que Goethe a toujours eu, lui aussi, des préoccupations à caractère scientifique. Oui. Oui, et c'est un des aspects qui, enfin, je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas un fervent de Goethe, c'est un des aspects agaçants chez Goethe. Fort agaçant. Je ne serais peut-être pas entièrement de cette opinion. Goethe... Il suffit de lire les conversations. Goethe... Le pauvre Eckermann. C'est à cause d'Eckermann. Goethe voit passer des nuages, il fait de la météorologie. Mais même quand il allumait une bougie, d'ailleurs. Oui, c'est cela. Et c'est le maniaque. On doit dire toutefois qu'il croyait réellement à... C'est ce qui est grave. Je ne suis pas de cet avis. Bon, nous pouvons en discuter. Discutons-en. Moi, je suis ravi, au contraire, de voir un poète, car enfin Goethe est tout de même un poète, vous pensez? Oui, Goethe est donc tout de même un poète, de voir un poète qui, lorsqu'il voit un nuage, pense à météorologie, et lorsqu'il voit une flamme, pense au problème de la combustion. Oui, mais enfin, tout ça est tellement puéril, mon cher Douéré, que c'est exact. Oui, ce sont les conclusions qu'il en tire qui sont agaçantes. Les conclusions sont souvent agaçantes, mais... Et puériles surtout. Pas toutes. Pas toutes. Dans l'ensemble. Pas toutes. Sa théorie des couleurs, paraît-il, a eu un certain retentissement. Voilà, je pensais en particulier oui, vous voulez en venir à ça, bien entendu, puisqu'il n'y a que ça, de toute façon. Alors, vous ne risquez rien, là. Vous comprenez, c'est comme si on regarde un chat et on se demande comment font les tondeurs de chats. Vous comprenez, il a découvert aussi l'os intermaxillaire chez l'homme. Oui, c'est exact. C'est exact. Et puis enfin, il faudrait replacer ça. Il n'y avait que Goethe pour découvrir ça. Il faudrait peut-être replacer ça dans un double contexte. D'une part, le contexte des recherches scientifiques à l'époque, car enfin, on trouvera des choses extrêmement puériles chez bien des savants de cette époque-là. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et puis, d'autre part... Je suis étonné de vous l'entendre dire. Et d'autre part, dans un deuxième contexte qui tient davantage à la personnalité de Goethe, et où l'on voit que, et c'est là qu'il peut devenir puéril, peut-être, en certains cas,
où l'on voit donc qu'il est préoccupé qu'il est hanté par une vision en somme assez finaliste de la science. Oui. Pour lui, les phénomènes observés sont en réalité vus comme des correspondances très souvent par rapport à tout un système d'ensemble. Oui, et ça d'ailleurs, je crois que nous pourrons le souligner plus en détail la prochaine fois. Oui, nous y reviendrons parce que je pense que c'est un point très important mérite. Oui, c'est un point très important. Goethe, tout comme les romantiques dont nous avons parlé, a ce désir d'universalité. Seulement, il voit cette universalité de manière radicalement différente. Pour le romantique, tout a des prolongements, tout est diffus, enfin nous l'avons vu suffisamment en détail, mais il y a un tout qui est directement perceptible à la sensibilité humaine. Tandis que Goethe réagit plutôt en homme du XVIIIe siècle, finalement. Il veut diviser la réalité la morceler. Peut-être que ce n'est pas toute son attitude, mais enfin il y a partiellement cette attitude. Chaque phénomène doit être étudié en détail et la somme fait une somme de connaissances et par là on atteint l'universalité. Voyez. Il y a un côté siècle des Lumières. C'est ça. Je crois. Je vous dis, il n'a pas toujours eu cette attitude, mais enfin je crois que c'est peut-être la dominante de sa personnalité. Sa première manière de réagir serait celle-là. Alors, enfin, en tout cas, moi, je ne prétendais pas ouvrir un très large débat sur ce point particulier, mais simplement, et je reviens à l'origine de ma réflexion, simplement, il me semble qu'il y a ressemblance entre Faust, tel qu'on le voit au début de la pièce, et Goethe lui-même. Oui, bien sûr. Goethe est tout de même, qu'il l'ait bien ou mal fait, c'est une autre question, mais il a eu tout au moins cette intention de parcourir le plus large cycle possible des connaissances simplement humaines. Et en fait, il avoue en quelque sorte sa déception, son échec. Ça ne lui paraît pas suffisant. Il restera après, bien sûr, mais je pense que nous y reviendrons, à nous interroger pour savoir si Goethe a entrepris le même genre, disons le même genre si on veut, de démarche que son Faust. Ça, c'est une autre question. Oui, mais c'est une question... c'est une question qu'on ne peut pas négliger, bien entendu, même si on a de la peine à y répondre, en réalité. Bien sûr. Mais il est certain que Faust, tout comme Werther, enfin, comme la plupart comme toutes ses œuvres, finalement, ont un point de départ autobiographique. Il en va de même pour l'ensemble des écrivains, Oui. D'ailleurs. Maintenant, puisque nous n'avons pas, il nous reste que quelques minutes pour terminer cette émission, nous n'avons pas le temps d'ouvrir un débat sur ce problème. Enfin, je pense que nous pouvons le réserver pour la prochaine émission, parce que il serait peut-être bon quand même de dire les choses et puis de voir. Ce qui me gêne, enfin, vous avez soulevé le problème, là, on va conclure là-dessus. Ce qui me gêne un petit peu, c'est que on a l'impression que Goethe imagine les problèmes pour en faire des livres et oublie de les vivre. Je vois, mon cher Calafert, que vous avez un petit peu la même attitude que moi vis-à-vis de Goethe. Oui, c'est je crois qu'il faut démystifier, voyez. Voilà, il faut démystifier très un certain nombre de choses. On a l'impression que tout cela est préparé par une intelligence très souveraine, c'est ça, incontestablement, mais tout ça est préparé en vue de tout ça est très très concerté, tout ça est très élaboré en vue de faire un livre qui par tel et tel biais va, mon Dieu, trouver des résonances qui sont des résonances, disons-le tout de même, parce que il y a tout de même le témoignage des Kerman, que vous le vouliez ou non, qui sont tout de même, quand on le lit attentivement, je pense que M. Desmier sera de mon avis, qui sont, disons, un on petit sent peu... que c'est pour la postérité. Voilà, il y a le côté procédé, et on sait où Margot va pleurer et où Margot va rire. Alors, c'est peut-être ce qui est un petit peu dans ce grand Goethe est un petit peu gênant, et surtout peut-être plus encore par rapport à notre mentalité moderne, enfin, et comme le disait M. Dexmier, Werther fait rigoler, à mon avis, c'est bon aussi. Bon, messieurs, nous allons terminer sur cette réflexion qui n'est que la mienne d'ailleurs, peut-être pas profonde, mais en tout cas sincère, et nous allons donner rendez-vous à nos auditeurs avec Goethe la semaine prochaine. Bonsoir. Nous avons abordé Goethe, nous allons continuer, nous allons même conclure avec la participation de notre ami Monsieur Dexmier, qui est là, qui a bien voulu venir aujourd'hui, pour terminer cet aperçu sur Goethe. Et je voudrais peut-être que notre ami Douéré nous dise un petit mot en ce qui concerne la dernière émission, c'est-à-dire que nous avons peut-être été un petit peu, comment dirais-je, un petit peu rapide, un petit peu irrévérencieux. Oui, je crois que c'est votre mot. Oui, bien sûr, mais enfin, je crois tout de même aussi qu'il est utile
pour l'esprit d'être irrévérencieux. Car cela permet tout de même de défaire les apparences, de défaire les préjugés, de défaire tout ce que l'on a pu apprendre ou croire apprendre pour essayer de retrouver au-delà une vérité plus complexe peut-être, mais également plus vivante, plus réelle. Ainsi, M. Dexmier, la semaine dernière, nous avons esquissé, ou à peine une biographie d'ailleurs de Goethe, mais enfin disons que nous nous sommes efforcés de signaler les points qui nous paraissaient importants dans la vie de Goethe. Oui. Et ce que je pense que nous pourrions faire aujourd'hui, ce serait ceci. Non pas une analyse de l'ensemble de l'œuvre de Goethe, car il est évident, ce n'est pas possible. Oui. Et puis d'autre part, il y a peut-être des choses qui nous intéressent moins directement à ce micro d'histoire de la tradition, de recherche de la tradition. Oui. Alors je pense que nous pourrions peut-être nous borner tout particulièrement à l'étude de l'œuvre qui d'ailleurs est peut-être, nous l'avons déjà dit, la plus et la moins connue de Goethe, à savoir le Faust, le premier et le second Faust. Je sais bien que nos auditeurs pourraient penser que nous nous attachions également, entre autres œuvres, à ce fameux conte du serpent vert. Mais il y a là une œuvre qui réellement est extrêmement hermétique, d'un symbolisme qui est complexe, qui est très difficile à analyser. Enfin, ça n'est pas plus facile à analyser, ça n'est pas plus facile à percevoir que tel ou tel traité d'alchimie médiévale. Exactement. Je ne veux pas dire par là que le conte du serpent vert soit un traité d'alchimie, je ne le pense pas d'ailleurs, mais enfin... oui, sa complexité, de toute façon, ne nous permet pas, comme ça, derrière un micro, de rentrer dans le détail. Ce serait un petit peu incompréhensible et fastidieux pour nos auditeurs. Et puis enfin, Faust a un autre avantage, c'est que même si nos auditeurs n'en connaissent pas tout le détail, même si éventuellement ils n'ont pas lu l'ensemble de l'œuvre, hein, eh bien, le thème, pour le moins, leur est connu, oui. Et par conséquent, je crois qu'il serait intéressant donc de nous borner aujourd'hui, tout spécialement sur ce Faust. Bon, c'est peut-être sur le thème d'ailleurs qu'il faudrait commencer, peut-être, Monsieur Dexmier. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, sur l'origine du thème, enfin, pourquoi Goethe a-t-il choisi particulièrement ce... Eh bien, Goethe a tellement transformé le thème, enfin, les données initiales, que finalement, je pense que les origines sont secondaires. Oui. C'est assez peu significatif de parler des origines de Faust. Enfin, on peut signaler qu'avant lui, il y avait au moins Marlowe et Lessing qui avaient écrit chacun un Faust, mais enfin, ça me semble pas très très important. Enfin, ce sont des questions d'érudition qui sont un petit peu secondaires. Ce qui me semble plus important, ce serait d'essayer de définir l'idée générale, l'idée directrice qui traverse cette œuvre si riche et si complexe. Et encore que Goethe se soit bien défendu d'y avoir mis une idée directrice, parce qu'il a dit, je ne sais plus exactement la référence, mais enfin il a dit que s'il avait voulu écrire un traité de philosophie, eh bien il l'aurait fait, il n'aurait pas écrit une œuvre aussi multiple. Et donc, chercher une idée directrice, c'est déjà aller un petit peu contre la pensée de Goethe, je pense. Mais enfin, il faut bien simplifier les problèmes. On pourrait peut-être... Enfin, je ne sais pas trop par où commencer. Pouvez-vous me suggérer une... Eh bien, je ne sais pas. Je voudrais simplement déjà ajouter une autre idée. Il me semble en effet que la recherche d'une idée directrice, eh bien, ce serait déjà en soi une démarche qui fausserait la démarche de Goethe. Puisqu'il ne s'agit pas d'un traité dogmatique, il ne s'agit pas d'un traité de philosophie, il s'agit au fond d'une véritable quête d'un individu. C'est cela. Puisque cette œuvre, il l'a tout de même portée pendant une très longue partie de sa vie, bien des années, c'est toute sa vie, pratiquement. Oui, c'est ça. Toute sa vie. On peut dire que c'est pratiquement, en effet, l'œuvre de sa vie. Et il est certain qu'à cet égard, le problème des sources et des références est extrêmement secondaire. C'est un point de vue d'érudition simplement, et qui n'éclaire pas tellement la chose. Et moi, il me semble ce que nous pourrions faire, c'est prendre différents aperçus sur l'œuvre. Hein, différents aperçus. Et il y a immédiatement un thème, moi, personnellement, qui me vient à l'esprit. Il y a dans le premier Faust, Faust lui-même et Marguerite. Dans le second Faust, eh bien, il y a Faust avec une femme qui à ce moment-là s'appelle Hélène. Oui. Et puis enfin, derrière cela, il y a, comme nos auditeurs le savent, tout ce thème de l'éternel féminin qui est extrêmement important, je crois, pour Faust et pour Goethe. Oui. Nous pourrions peut-être essayer de donner quelque chose point de vue concernant l'éternel féminin. Oui. Eh bien,
L'éternel féminin, je crois qu'il est bon de souligner tout d'abord que l'aspect biographique de la question, Goethe n'est pas concevable en dehors des femmes qu'il a aimées, et il en a aimé beaucoup. Pour n'en citer que quelques-unes, on peut en citer Frédéric, son premier amour de jeunesse, la petite jeune fille du pasteur de Sesenheim. Il y a eu Charlotte von Stein, Madame von Stein, Madame von Stein, qui lui a appris la maîtrise, qui l'a incité à plus de classicisme, à plus de mesure. Il y a eu, tout à fait dans ces années de vieillesse, la jeune fille de l'élégie de Marienbad. Pour ne citer que ces trois-là, il y en a eu beaucoup d'autres. Goethe, donc, est difficile. Enfin, la pensée de Goethe ne peut pas se dissocier de l'attitude qu'il a eue vis-à-vis de ces différentes femmes. Dans le cadre du Faust, que pourrait signifier cet éternel féminin qui conclut toute l'œuvre? C'est le tout dernier paragraphe, c'est l'éternel féminin. L'éternel féminin nous attire vers le haut. Je pense que c'est le problème de la rédemption, en quelque sorte. Il y a le problème de la rencontre avec Marguerite dans la première partie. Cette Marguerite que Faust va retrouver au 5e acte transfigurée parmi les légions célestes. Il y a le problème de l'évocation d'Hélène, de l'union de Faust et d'Hélène. Alors, quelle importance attribuer à ces deux femmes qui ont traversé la vie de Faust? Sans doute représentent-elles, par opposition à la démesure qui, quoi qu'il fasse, s'empare constamment de Faust, elle représente l'enracinement dans la réalité. La femme, parce qu'elle est plus instinctive, parce qu'elle est dépositaire de la vie, enfin au moins pour ces deux raisons, la femme est un élément stable qui permettra au poète, permettra à Faust et au poète en général, à l'homme en général, d'accéder aux sphères supérieures, qui l'aidera à vaincre sa démesure, sans pour autant annihiler cette tendance, ce qu'on dit en allemand le Streben, ce mot difficilement traduisible, cette aspiration perpétuelle vers le haut. Donc la femme est pour l'homme, pour Faust, est l'aide indispensable qui lui permettra d'accéder à la lumière, finalement. Oui, je pense en effet qu'il y a là, je suis très bien, Monsieur Dexmier, ce que vous venez de dire. Simplement ceci, personnellement, toutes ces amoureuses de Goethe lui-même, je les appellerais non pas l'éternel féminin en ce qui le concerne, mais l'accidentel féminin. Pour marquer une distance, si vous voulez, entre sa vie et l'œuvre elle-même. Et je crois qu'il y a effectivement un passage de Marguerite à Hélène, et qui est un peu le passage, si l'on veut, d'une philosophie naturelle, ou de la nature, je veux dire, à une philosophie plus mystique. Oui. Et je crois en effet que une des découvertes de Goethe à la suite de ses études et de sa contemplation de la nature, la semaine dernière, la dernière émission, nous avons beaucoup parlé autour de ce problème de Goethe en face de la nature. Et je crois qu'il n'a pas simplement l'attitude d'un scientifique, mais il a l'attitude d'un contemplatif à cet égard. Il s'efforce toujours de retrouver l'archétype, de remonter à l'unité, à la source. Le phénomène originel. C'est cela. Alors je pense que la nature lui a appris cette contemplation de la nature, et là je suivrai assez volontiers l'interprétation de Rudolf Steiner, et qui a beaucoup étudié Goethe et qui s'y est beaucoup intéressé. La contemplation donc de la nature a permis à Goethe de se rendre compte qu'il y avait perpétuellement une double polarité en toute chose. Un pôle négatif ou masculin, un pôle féminin, enfin je m'excuse, un pôle positif masculin, ou un pôle négatif féminin. Oui. Et que, effectivement, l'assomption de l'esprit, la découverte de la connaissance ne pouvait se faire que par une union de ces deux principes, union qui soit fécondante. Bien sûr. Alors, à ce niveau-là, Hélène, ce n'est peut-être pas simplement
un être extérieur à Faust, c'est, si j'osais dire, une moitié de Faust rencontrant son autre moitié. Oui, remarquez le problème d'Hélène. Le problème d'Hélène ne se place pas uniquement sur le plan de la personnalité, il se place aussi, et ça va très loin, c'est la synthèse du germanisme et de l'hellénisme, la synthèse de deux mondes apparemment radicalement différents. Alors, il ne faudrait peut-être pas le ramener uniquement à ce problème psychologique ou philosophique, en quelque sorte. Oui, je pense que ça n'est pas... Oui, l'un bien sûr, l'un n'exclut pas l'autre. L'un n'exclut pas l'autre. Mais ces deux éléments que vous signalez, cette union entre les deux éléments, je trouve que ce problème se trouve plus clairement exprimé dans la personne de l'homunculus, cette petite créature curieuse que Faust fait intervenir dans la deuxième partie, que Goethe fait intervenir dans la deuxième partie de son Faust. L'homunculus, cette créature de l'homunculus est directement dérivée de Paracels. Paracels explique la formation. J'ai d'ailleurs sous les yeux un texte cité par M. Lichtenberger dans l'édition Aubier, l'édition bilingue dont nous avons souvent parlé, un texte de Paracels. Je peux vous en lire quelques lignes si vous voulez. N'oublions pas, dit celui-ci, Paracels, la génération des homunculi, car il y a du vrai dans cela encore, qu'il se soit élevé chez certains philosophes de l'Antiquité les doutes les plus graves sur la possibilité que par nature ou par art, un homme pût être produit en dehors du corps d'une femme et d'une mère naturelle. À quoi je réponds que cela n'est nullement contraire à l'art spagyrique, mais que cela est au contraire fort possible. Comment cela est-il possible? Le processus se déroule ainsi. Du sperme viril doit être placé dans une cornue fermée, en état de suprême putréfaction, et continuer à se décomposer in ventre equino, c'est-à-dire dans un récipient rempli de fumier de cheval, et cela pendant 40 jours, ou aussi longtemps qu'il faudra pour qu'il devienne vivant, se meuve et remue, ce qui est aisé à observer. Au bout de ce temps, il aura approximativement l'apparence d'un homme, mais il sera transparent et sans corps. Si ensuite il est habilement nourri chaque jour avec arcano sanguinis humani, c'est-à-dire une préparation alchimique rouge désignée par son nom secret, et qu'il est tenu à la température constante ventris equini, alors il naît un enfant humain vivant, avec tous ses membres, comme chez les enfants de la femme, seulement beaucoup plus petit. Et nous nommons cela un homunculus. Et il demande à être élevé ensuite tout comme un autre enfant, avec beaucoup plus de soins et d'application, jusqu'à ce qu'il parvienne à sa croissance et à sa raison. C'est l'un des plus augustes et des plus grands mystères que Dieu ait fait connaître aux hommes mortels et pécheurs. Ces homunculi, parvenus à l'âge viril, deviennent des géants ou des nains et autres personnages miraculeux, par qui s'accomplissent des choses prodigieuses, qui remportent de grandes victoires sur leurs ennemis et connaissent toutes les choses cachées et secrètes que les autres hommes sont incapables de connaître. Comme ils reçoivent leur vie par artifice, comme par artifice ils reçoivent leur corps, chair, os et sang, comme ils naissent par artifice, ainsi l'art leur est inné, et ils n'ont pas besoin de l'apprendre de personne, mais c'est d'eux qu'il doit être appris. Oui, alors là, il faut peut-être voir, ce qui serait intéressant, Monsieur Dexmith, c'est de nous dire, à votre avis, enfin, pourquoi Goethe a introduit ce personnage, disons, un petit peu symbolique tout de même, dans son œuvre. Oui, là, on pourrait en discuter très longtemps sur le symbolisme de cet homunculus. C'est probablement, enfin, une des possibilités, c'est que cet homunculus symbolise l'esprit qui, en tant qu'esprit, a besoin de s'incarner d'une manière ou d'une autre. Et vous savez que Homunculus finit par s'écraser contre le char de Galatée dans la deuxième partie du Faust, voulant rejoindre ainsi l'eau qui serait la matrice, l'origine de tous êtres. Alors, autrement dit, l'esprit pur, désincarné, n'est pas viable. Il faut à cet esprit une enveloppe corporelle pour qu'il soit finalement véritablement viable. Oui, je trouve tous ces mystères parfaitement chrétiens, si j'ose dire, et je pense même que il y a peut-être un rapport pour faire une autre référence allemande, il y a peut-être un rapport entre cet homunculus de Goethe et cet être étrange qui aurait hanté la cellule d'Albert le Grand, à tel point que son disciple Thomas d'Aquin en aurait été effrayé. Oui, dont vous parliez récemment. On a l'impression qu'il y a là un phénomène qui reste semblable, et il est bien vrai qu'après tout, s'il existe une alchimie minérale, pourquoi n'en existerait-il pas une qui fut animale, végétale et même éventuellement humaine? Reste à se demander évidemment si Goethe croyait à la possibilité. Je ne pense pas. Je crois qu'en tant qu'homme du XVIIIe siècle, il avait dû dépasser ce genre de croyance. Mais enfin, il n'est pas exclu qu'il y ait vu une possibilité,
possibilité de création artificielle de la vie. Oui, moi ça ne me paraît pas exclu, d'autant plus que malgré tout, Goethe a étudié l'alchimie, a peut-être même éventuellement essayer quelques manipulations. Je ne veux pas dire par là qu'il est je crois que c'est le cas. Enfin, il a au moins manipulé, ce qui prouve de sa part un intérêt précis. Bien sûr. Comme il a pu s'intéresser, c'est peut-être le moment où nous pourrions le dire, à d'autres lectures comme Saint-Martin. Oui. Puis, enfin, il y a toutes ces appartenances il a Goethe. appartenu à la section des Illuminés de Gotha, notamment, en 1783. Il a fait partie, en 80, il est entré à la loge de Weimar. Il s'est intéressé à la franc-maçonnerie de près. Il a lu Saint-Martin, comme vous le disiez à l'instant. Il nous présente un monastère sous le signe des Rose-Croix. Cité idéale. Oui, une sorte de cité idéale dans laquelle le vieillard, le maître de cette cité idéale, Humanus, s'est soumis à la règle suivante: du pouvoir qui entrave tous les êtres, seul se libère l'homme qui se maîtrise. Et là, on retrouve le problème de la maîtrise qui a tant préoccupé Goethe. Oui, je crois par conséquent que l'on peut dire que, au-delà de ses intérêts purement artistiques, au-delà de ses intérêts naturalistes, il y a chez Goethe, depuis fort longtemps, une préoccupation déterminée pour certains thèmes de l'ésotérisme, au point même d'avoir appartenu à différents groupements, qui y est appartenu d'une manière assez épisodique, je crois. C'est lâche, mais toutefois, ce qui est intéressant, c'est le fait lui-même, qui prouve un intérêt et qui va jusqu'à l'engagement. Oui, c'est cela. Et je crois qu'en soi, c'est tout de même assez éclairant. C'est cela. Enfin, de toute façon, il faut bien... on ne peut pas considérer Faust autrement que... Enfin, on peut le considérer autrement, bien entendu, on peut le considérer littéralement, mais enfin, il y a tout de même ce qui fait, à mon sens, enfin, la puissance de Faust, et puis, au fond, sa pérennité, aussi ce qui permet sa pérennité, c'est au fond cet aspect, disons, à la fois... enfin, on ne veut pas dire encore une fois le mot ésotérique, mais enfin, ce côté symbolique du personnage lui-même, dans lequel le poète se met, et nous savons bien les uns et les autres que un auteur ne se met pas inconsidérément dans n'importe quel personnage. Ça n'est pas en vain, surtout un homme comme Goethe, par exemple, qui tout de même élaborait son œuvre. Elle n'était pas faite au hasard. Alors, je pense que... Pardon ? Certes non. Oui, certes non. Alors, justement, il est d'autant plus... On peut, à mon avis, d'autant plus certifier que Goethe a choisi ce personnage, pas du tout en vain, et voulant tout de même exprimer ses vérités. Le simple choix du personnage. Le simple choix du personnage déjà lui-même, oui, et qui nous permet d'ailleurs, je pense qu'il faut peut-être insister là-dessus, c'est que au fond, l'histoire de Faust en elle-même, si on la prend simplement, enfin selon ces données historiques. Oui, selon, enfin, disons sa terminologie proprement littéraire, si vous voulez, bon, elle est quelconque finalement. Elle n'a d'intérêt qu'à partir du moment où elle est symbolique. C'est sûr. Bien sûr. Eh bien, je ne sais pas, moi. Je ne voudrais pas, dans le peu de temps qui nous reste, engager un trop long débat. Oui, parce que, hélas, nous n'avons peut-être pas beaucoup de temps qui nous reste devant nous. Mais enfin, nous pourrions tout de même amener une conclusion à cette... si nous avons encore un petit peu de temps. Nous pourrions amener une conclusion sur cette œuvre principale de Goethe. Oui, enfin, une conclusion. Oui, enfin, une conclusion pour nous, ici. Il n'est pas question de conclure définitivement et à tout jamais. Je pense qu'après nous, d'autres en parleront et sûrement mieux. Oui, parce qu'au fond, nous avons commencé par parler de l'éternel féminin, et c'est vrai que c'est un thème extrêmement important. Cela nous a amené à parler de cet homunculus, et je crois que véritablement cela va de pair. Et je me demandais si cet homunculus, Goethe, comme vous le disiez, monsieur Dexmier, y avait cru entièrement, enfin avait cru à la possibilité physique réalisable de la chose ou de l'être, mais il me semble qu'au fond, vous aviez donné vous-même l'interprétation en disant mais cet homunculus, c'est précisément ce qui doit résulter de cet acte fécondant qui unit
j'oserais dire le Faust, parce que ce n'est pas simplement un personnage, au fond c'est un mythe. C'est un mythe. Hein, et c'est une manière d'être. Surtout la deuxième partie. Oui, je pense surtout à la seconde partie. Oui. Hein, je pense surtout à la seconde partie. La première partie se déroule sur un plan relativement concret de tous les jours. Et bien sûr, des scènes sont symboliques, mais c'est beaucoup moins net que dans la deuxième partie où tout se place sur le plan du symbole, de l'allégorie, du mythe. Bref, où le contact avec la réalité existe certainement parce que c'est toujours un problème humain, mais c'est un problème qui est transcendé, qui se place délibérément sur un autre plan. Il n'est pas concevable autrement. Oui, c'est ça. Donc l'homunculus est véritablement le résultat, je pense, de l'union des deux polarités, et il est en lui-même le symbole de la connaissance, puisque par lui on peut accéder à toute connaissance si l'on en suit l'extrait de Paracelse que vous avez bien voulu nous citer tout à l'heure. Oui. Alors il y a une autre question qui me vient à l'esprit, et tout de même, enfin, elle est un peu parallèle, si vous voulez, un peu en corollaire. Je ne prétends pas donc qu'elle touche au sujet central, mais on lit beaucoup plus le premier Faust que le second. Et on porte souvent au second Faust cette accusation d'être justement trop allégorique, et par conséquent de devenir une œuvre d'art très abstraite, enfin, vous voyez, je moins pense qu'on touchante. On ne peut pas la lire sans préparation, ça c'est certain. Oui. Le lecteur qui n'aurait aucune préparation concernant la vie et l'œuvre de Goethe et les problèmes qui se posent, je pense que ce lecteur-là ne comprendrait pas grand-chose au deuxième Faust. Quoique par intuition, il serait peut-être sensible à la poésie qui s'en dégage, ça ce n'est pas exclu. Oui, donc il y a, c'est ça qui me paraît très important, il y a tout de même dans le second Faust poésie. Autrement dit, parce que voilà, si vous voulez, où je voulais en venir, on pourrait penser que l'art s'est trouvé être sacrifié au cours de cette démarche qui a emmené Goethe dans des chemins qui sont tout de même très différents de ceux de l'art. Moi, je ne pense pas qu'il en soit forcément le cas. Et d'autant plus que s'il a pu accéder au second Faust, c'est précisément grâce à l'intermédiaire du premier. Ça paraît une évidence, évidemment, mais enfin, je veux dire que c'est l'art qui l'a tout de même amené à penser à l'existence possible d'autre chose que les simples faits dont l'observation courante nous rend compte. Il y avait tout de même la nécessité de terminer, de conclure l'histoire, parce qu'à la fin du premier Faust, eh bien, Faust s'enfuit avec Méphisto, laissant Marguerite demi-folle dans son cachot. Le problème posé tout à fait au début du Faust, dans le prologue au ciel, le problème de savoir si Faust a gagné ou perdu son pari n'est absolument pas résolu. Il fallait donc amener une conclusion. Oui, mais c'est quand même le cas du deuxième Faust, parce que vous voyez ce dernier vers dont nous parlions tout à l'heure, l'éternel féminin nous attire, c'est difficile à traduire d'ailleurs, Tzit ou Finan pour les germanistes, nous attire vers le haut, tend à nous faire monter. Ça laisse la porte ouverte à si vous voulez, la dynamique qui est propre à toute la vie de Goethe et à son Faust en particulier, cette dynamique ne s'arrête pas là, on ne tire pas un trait. Enfin, c'est une conclusion quand même. C'est une virtualité. Si vous voulez, ça se passe maintenant sur un autre plan. On arrive sur le plan de la transcendance, si vous voulez, au ciel, pour parler simplement. Faust arrive au ciel, mais l'histoire se continue, si vous voulez. Goethe, à quelque endroit de ses lettres ou de ses conversations avec Ackermann, a dit qu'il ne pouvait pas concevoir l'éternité s'il n'avait pas une éternité passive. La fameuse béatitude en Dieu, ça n'existe pas pour lui. Il ne conçoit pas l'éternité sans un certain nombre d'obstacles qui se présenteront à lui, qui l'amèneront toujours à se dépasser, parce que même après la mort, donc, il faut que ça continue, que cette dynamique se poursuive, vous voyez. Alors, je crois qu'on ne peut pas parler d'une conclusion qui soit trop scolaire presque, qui vous... Ah non, pas scolaire, c'est pas ce que je veux entendre. Goethe est beaucoup trop intelligent, elle est simplement goethéenne, quoi. C'est la conclusion de l'œuvre goethéenne partout. Ça n'est pas que dans Faust, nous parlons de Faust, mais enfin, à mon sens, il y a toujours une conclusion qui laisse plus place. D'ailleurs, je vous dis, il me semble, enfin, c'est un avis tout personnel, il me semble que la poésie, c'est précisément un ensemble de virtualités, et encore d'autres virtualités possibles après. Mais comme je vous dis, elles y sont, à mon avis, elles y sont. Oui, enfin, nos avis diffèrent, nous en discutons. Enfin, il y a une espèce de... Comment est-ce que... Oui, non, mais je comprends très bien ce que vous voulez dire. Ce que je vois dans l'œuvre de Goethe, c'est précisément cette chose... caractère achevé. Cette chose bien fermée, bien achevée, c'est le mot d'ailleurs, cette chose... Elle est achevée, mais néanmoins, elle laisse la porte ouverte. Je vous dis, dans l'éternité, les problèmes vont continuer à se poser. Ils sont résolus dans une certaine manière. Littérairement, ils sont résolus. Littérairement, ils sont résolus, si vous voulez. C'est ce que je lui reproche. Enfin, est-ce qu'on peut faire des reproches à Goethe? Ça paraît un petit peu puéril.
Bon, eh bien, écoutez, puisqu'il nous reste encore quelques minutes, nous allons achever sur cette série d'émissions concernant Goethe et concernant aussi Novalis, puisque nous avons eu avec M. Dexmier, qui nous a fait le plaisir de venir à ce micro de recherche de la tradition, l'occasion de parler de ces deux grands poètes allemands, car Goethe est un poète. Certes. N'oublions pas. Oui, je crois qu'on peut le dire. Oh, je crois qu'on peut le dire. Alors, nous allons remercier Monsieur Dexmier, puisque nous ne le retrouverons plus autour de cette table. Et je voudrais, une fois encore, avertir nos auditeurs qu'il y aura des changements dans la diffusion de nos émissions. C'est la moindre des corrections vis-à-vis de ceux qui nous suivent depuis déjà plusieurs années. Oui, c'est vrai. Pas Bernard Douéret. Alors, nous les informerons dès la prochaine émission des modalités définitives de la diffusion de Recherche de la tradition. Monsieur Dexmier, nous tenons, Bernard Douéret et moi, à vous remercier pour votre collaboration de ces plusieurs semaines. Je vous en prie, c'est à moi que ça fait le plus plaisir, certainement. Et maintenant, nous donnons un rendez-vous à nos auditeurs pour notre prochaine émission de Recherche de la tradition.